Sur Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste, l'émission à racaille, consacrée pour sa partie artistique, c'est-à-dire tout de suite, à Garouste. Voilà, pour ceux qui connaissent pas Garouste, c'est un peintre figuratif, aux limites parfois de figuratif, fantastique. Bref, c'est quelqu'un d'assez atypique, picturalement en tout cas. Voilà. Que nous sommes allés visiter, enfin ces expos, il y en a 2 à Mons en Belgique. On vous racontera tout ça à la fin de l'émission, mais bon, c'était assez folklorique. Ouais, notre voyage était assez folklorique, effectivement. Alors Garouste, en fait, pour comprendre un petit peu qui est Garouste, il faut lire déjà un petit livre qui s'appelle L'Intranquille, qui est sorti en 2009. Garouste s'est entretenu avec Judith Pérignon et a raconté son histoire. Et quand on a lu L'Intranquille, en fait, on connaît l'histoire de Garouste et on comprend sa peinture. Les deux sont vraiment très liés. Alors, j'ai choisi un extrait. C'est difficile parce qu'on a presque envie de tout lire. Hein. C'est un petit bouquin qui fait 150 pages, qui se lit très facilement. Alors moi, j'ai choisi le moment où en fait il va vraiment se lancer dans la peinture. Voilà, Garouste, et je raconterai sa vie un peu plus en détail tout à l'heure. Mais voilà, Garouste est en échec scolaire, il a des choses à régler avec son père, il fait les beaux-arts, il commence à s'ennuyer aux beaux-arts et pour gagner un peu de sous, il est vendeur dans l'entreprise de son père, mais il sent que ce qu'il a envie de faire avant tout, c'est de devenir peintre. Mes dessins, coups de crayon noir et agile, qui m'avaient naguère valu les seules félicitations jamais reçues à l'école, masquaient mal ma détresse d'homme au point mort. Je ne faisais que soulager ma tête, elle était lourde, et mes mains engourdies, aussi lâches que mes mots et mes danses dans le dos des gens. J'étais incapable d'assumer mes désirs, mon rêve. C'est un énorme défi que de se dire face à un Rembrandt, pourquoi pas moi? Incapable. Je cogitais sans cesse, comme s'il me fallait me justifier, me situer, ça m'épuisait. L'envie de peindre m'abandonnait, puis elle revenait, plus brûlante encore. Où était le courage artistique désormais? Fallait-il déchirer, brûler l'étoile? Certains essayaient, mais l'avant-garde c'est une bataille, pas une surenchère. Il faut un risque à la peinture, je n'avais pas envie de prendre le train en marche. J'allais peindre, quitter le magasin, prendre un nouveau départ. L'originalité était morte avec Picasso, bon débarras. J'ai été jusqu'à fabriquer moi-même ma peinture. J'ai mélangé les pigments, les oxydes de fer, l'huile. Une jeune chimiste, Hélène, m'assistait. Elle m'a présenté ses directeurs de thèse, messieurs Petit et Vallot, éminents tandem consultés aussi bien pour la restauration des tableaux du Louvre que pour la couleur du TGV. Ils m'ont expliqué leur mélange et m'ont donné l'adresse de leur raffinerie à Compiègne, énorme usine qui fournit l'alimentaire comme les fabricants de moteurs d'avion. J'y suis allée. Je voulais de l'huile de lin, d'œillettes et de cartame, et pour avoir l'air d'un artiste très professionnel, j'ai gonflé ma commande et ma poitrine et demandé 50 litres de chaque. Le responsable m'a expliqué dans un sourire qu'il ne pouvait facturer une si petite quantité. Prenez-le comme un échantillon, m'a-t-il dit. Je suis repartie avec mes bidons vers mon atelier. Là, j'activais la broyeuse à couleurs, je mesurais le diamètre des pigments pour déterminer l'onctuosité de la peinture, puis je les mélangeais à l'huile. Le tout était ensuite conservé dans des seringues à graisse pour tracteurs que j'avais récupérées et fait nickeler. J'écrivais dans un carnet de longues listes de couleurs, fille de la science et de la poésie. Jaune lumière, violet de Mars, rouge de cadmium, blanc d'argent, carbonate de plomb, oxyde de fer. En face, je notais des grammes ou des kilos. J'avais les mains sales comme un paysan de Bourgogne, comme un gamin qui ne ferait plus que de la peinture. J'aimais ça. Ouais. Voilà, c'est Papa Garouste. Ouais, c'est tout le plaisir effectivement d'être dans la patouille, ce qu'on retrouve quand même, j'ai l'impression souvent chez les peintres, quoi, ce plaisir de travailler la matière. Oui, mais je crois que chez lui c'était doublé aussi d'un désir, je pense, de bien maîtriser toutes ces
toutes ces techniques, toute cette alchimie de la peinture. Voilà, il voulait mettre les mains dans le cambouis, quoi. Il voulait vraiment être tout seul, si vous voulez, sur sa frélisquif et faire les choses plutôt que de les acheter manufacturées, quoi. S'il y avait un désir là d'authenticité, je crois, chez lui, de recherche, d'une forme de vérité pour un artiste peintre. Enfin bon, on peut blablater comme ça à l'infini, mais en tout cas, ça lui a permis, je crois, par la suite de maîtriser complètement, si vous voulez, le processus pictural, quoi. Voilà, il savait. D'ailleurs, quand on le voit, la manière dont il prépare ses toiles avec des fonds rouges, etc., il y a toute une, comment dirais-je, un ensemble de connaissances du métier qui l'aide à faire des œuvres, je crois, qui seront pérennes. Voilà. Et moi, j'ai même vu une fois, il y a des grandes brosses, des grands spalters. Et une fois que sa toile est sèche, il la balaye avec le spalter là pour enlever, parce que la gouache sèche, la peinture sèche, la peinture à l'huile, elle exude une espèce de gras, enfin, etc., qui peut à la longue abîmer, si vous voulez, les couleurs, quoi. Enfin, en tout cas, les ternir, ou je sais pas, mettre une couche comme ça, un petit peu difficile à maîtriser. Et lui, il l'enlève avec ce grand spalter. Il fait cette démonstration, c'est très intéressant. Avec lui, on apprend des choses sur la technique picturale assez étonnantes, quoi. Je veux dire, il a poussé vraiment les choses à fond. Au bout, quoi. Ouais, même si effectivement maintenant il prépare plus lui-même ses peintures. Non, il les prépare plus, mais il sait très bien ce que c'est, comment elles sont composées, comment il peut les utiliser de manière à ce que si vous voulez, dans 50 ans, elles soient, ou dans 100 ans, ou dans un siècle, si la Terre dure jusqu'à ce moment-là, enfin la Terre des hommes, elles puissent être encore regardées comme elles sont regardées aujourd'hui. Ouais. De la falaise et le nez dans le vent, je respire ton souffle devant le monde qui fume. Prends le bonjour mon frère, une larme et un rhume. Viens qu'on ne bouge pas, j'entends battre ton sang. On a tant presque fait qu'on est loin de la mort. Alors tiens le repos, tu t'es bien bagarré. Et restons vers nulle part, je connais pas où t'es né, mais je vois dans ton regard qu'on peut pas avoir tort puisque tu es debout, que tu regardes au loin, tu sais mon ignorance, et j'étrangle tes doutes. Je n'ai pas peur de toi, car tu bordes ma route. Attention gars fragile, qu'on la rage des lendemains. Au bord de la falaise et le nez dans le vent, je respire ton souffle devant le monde qui fume. Prends le bonjour mon frère, une larme et un rhume. Viens qu'on ne bouge pas, j'entends battre ton sang. Merci d'être juste là, puisque tu n'es que toi. Que dans nos têtes baissées, nous reviennent nos fêtes. On reprenne fierté, juste avant la tempête. Rentre au sec mon ami, fais le bonjour chez toi. Puisque tu es debout, que tu regardes au loin. Tu sais mon ignorance, et j'étrangle tes doutes. Je n'ai pas peur de toi, car tu bordes ma route. Attention gars fragile, pour la rage des lendemains. Au bord de la falaise et le nez dans le vent, je respire ton souffle devant le monde qui fume. Prends le bonjour mon frère,
une larme et un rhume. Viens qu'on ne bouge pas, j'entends battre ton sang. C'était Loïc Lantoine au bord de la falaise. Sur Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste. L'émission à Racaille, consacrée aujourd'hui au peintre Garouste. Voilà, on a commencé à déblayer un petit peu le terrain. Et on va continuer avec une biographie de ce cher Garouste. Ouais, on raconte notre petit voyage après, en dernière partie. Ouais. Bien sûr. Alors, la bio de Garouste. Alors, Garouste, il est né en 1946 à Paris. Son père est profondément antisémite, il est vichiste, autoritaire, et il a fait donc fortune pendant la guerre en faisant du commerce de biens juifs spoliés. Il était patron des établissements lévitans qu'il avait récupérés quand Lévitan a dû fuir pour échapper aux nazis. Donc sa mère, elle est une femme plutôt effacée, qui est complètement soumise à l'autorité familiale. Et Garouste supporte donc très mal toute cette ambiance familiale et il s'y sent même en danger permanent face aux crises d'autorité de son père qui peut même aller prendre un pistolet, le poser sur la table et menacer sa femme si elle ne tient pas la cruche de la bonne façon. Donc c'est pendant ses vacances en Bourgogne, chez la sœur de sa mère, chez sa tante qui s'appelle Eléo, et chez son oncle Casso, que là il respire un peu et qu'il peut retrouver des moments de bonheur. Alors son oncle Casso, c'est un immigré italien, et lui c'est un artiste brut. Il fait des constructions qui font complètement rêver Garouste. Alors Garouste, lui, qui est en échec scolaire, le médecin de famille va conseiller à son père de le mettre en pension. Et c'est ainsi qu'il intègre des écoles privées et qu'il reçoit une éducation catholique. Alors il est toujours en échec scolaire, malgré ses écoles privées. À 10 ans, il rentre à une école qui s'appelle l'école du Moncel. Alors c'est un établissement chic, et là il rencontre des fils d'artistes. Il va rencontrer le fils de Chagall, le fils de Fautrier, et puis il va rencontrer des garçons de son âge qui vont rester ses copains et qui vont devenir ses amis, comme Jean-Michel Ribes, Patrick Modiano, Francis Charon, qui est fondateur de Médecins sans frontières, et quelques d'autres qui vont devenir plus célèbres aussi. Après, il est renvoyé de cette école, au grand désespoir de son père, qui se dit « mais qu'est-ce qu'on va faire de ce garçon ?» Et il rentre dans une nouvelle boîte privée dans laquelle il va rencontrer sa future compagne, Elisabeth, qui reste sa compagne et sa femme. Elle, Elisabeth, elle est d'origine juive. Et là, c'est une nouvelle catastrophe pour le père de Garouste, justement, qui tente de le mettre en garde contre cette femme. Et seul, finalement, le dessin permet à Garouste de trouver une place. Il a des mains qui sont habiles, donc qui noircissent le papier avec facilité. Dans les écoles où il fait des dessins humoristiques, il peut faire même des BD. Enfin, il a du succès avec ses dessins. Et après son échec au bac, donc son père lui propose d'aller travailler. Et Garouste dit moi, je veux devenir peintre. Donc il rentre aux Beaux-Arts. Il prend des cours qui sont payés par son père, et des cours préparatoires avant de rentrer aux Beaux-Arts. Et là, il se passionne pour l'histoire de l'art, donc il passe des heures au Louvre. Il aime beaucoup la peinture espagnole, il regarde de près les empattements, les glacis. Il découvre aussi la collection d'art brut de Dubuffet en 1968. Mais finalement, les cours des Beaux-Arts ne l'intéressent pas tant que ça. Et il devient donc coursier dans la boîte de son père pour gagner sa vie un petit peu en parallèle de la peinture. Et là, c'est l'extrait que je disais tout à l'heure, il sent qu'il doit passer le pas et consacrer sa vie à la peinture. Donc, considérant que la peinture, effectivement, est allée au bout de son originalité avec Picasso et Duchamp,
il se dit, moi, on peut revenir au figuratif et à des techniques anciennes. Alors en attendant, il travaille avec Rib, qui lui propose de faire des décors de théâtre. Il travaille également au Palace, et là il met en scène un spectacle qui s'appelle le Classique et l'Indien. Et puis arrivent ces années 80, et là c'est sa première exposition, c'est à la galerie Durand-Dessert. Il présente des toiles figuratives qui traitent de mythologie. Alors il libère ses mains par la peinture, et en fait il va libérer sa tête avec l'érudition, donc il lit beaucoup. Il se passionne pour les mythes, alors il va lire Dante, il va lire Cervantes, il va lire Rabelais, et en fait il va trouver des réponses à tous ces questionnements, et surtout il va approcher cette culture juive, celle dont il fallait à tout prix se méfier selon son père, et il prend même des cours d'hébreu, et je crois qu'il continue à en prendre et à étudier tous les textes sacrés, quoi. Et quand sa femme Élisabeth est enceinte de leur premier enfant, là Garouste fait sa première crise de folie, quoi. Il part soudainement de leur lieu de vacances. Il va se retrouver dans leur maison, sa maison de famille à Bourg-la-Reine. Alors après moult péripéties, il s'empare du coffret qui est rempli de billets chez ses parents qui eux sont absents. Il les distribue au hasard. Il prend une chambre au rite, il arrache les tentures parce que la décoration lui plaît pas. Enfin voilà, s'ensuit toute une série d'actes incontrôlés qui vont le mener à son premier internement et à un traitement chimique. Et là, c'est le début d'une longue période qui voit se succéder justement des périodes de création et des périodes d'internement. Alors sa femme Élisabeth le soutient très fort, elle l'encourage à peindre, elle renonce même à sa carrière, elle a fait une école de designer et elle renonce à sa carrière tant que lui ne sera pas un peintre reconnu. Elle vend des chaussures dans la boîte de son père et elle lui dit voilà, tu travailles et moi quand tu seras reconnu je pourrai faire mon métier, et donc ça va durer une dizaine d'années. Et il raconte qu'étant allé au bout de sa folie, en fait ça lui a quand même permis de se nettoyer de son passé, de son éducation religieuse. Donc tout ça, c'était assisté par l'érudition et par la psychanalyse. Alors il est angoissé par Paris. La famille donc achète une superbe maison à Marcilly-sur-Eure, c'est à peu près à 1 heure de Paris. Et il s'installe là, donc il fait un immense atelier qui va lui permettre de peindre et aussi après par la suite de sculpter. Alors les expos s'enchaînent malgré tout, mais la maladie l'empêche de produire énormément. Donc il travaille avec Léo Castelli et Sperone aux États-Unis. En 1988, il fait une grande expo à Beaubourg, une expo qui sera reprise à Amsterdam, à Düsseldorf. Et comme il est toujours en quête de savoir pour remonter aux origines, il voyage aussi beaucoup. Il va au Maroc, il va à Jérusalem, il va en Inde. Il honore des commandes officielles en France, que ce soit pour la cathédrale d'Évry, pour la BNF, pour l'Élysée même. Il travaille pas mal en Belgique. Il fait la frise de la salle des mariages à l'hôtel de ville de Mons ou le plafond du foyer de théâtre à Namur. En 2001, il expose Ellipse, c'est la Fondation Cartier. C'est une structure en fer forgé qu'il a lui-même conçue, et il illustre aussi Don Quichotte et des textes anciens hébraïques. Et à Paris, c'est la galerie Templon qui est rue Beaubourg qui le représente. Et donc les références à la psychanalyse et à la sémiologie sont quand même présentes et de plus en plus présentes dans son œuvre. Alors Garouste consacre à peu près la moitié de sa semaine à la peinture et la seconde aux associations qu'il a créées. La première étant l'association La Source, qu'il a créée à la Guéroule de dans l'Eure. Elles sont maintenant au nombre de 4. C'est des associations qui ont accueilli à peu près 180 000 enfants qui sont en résidence, et ces enfants, donc, ça leur permet d'avoir un accès à la création grâce à l'intervention de professionnels. Et effectivement, quand on lit L'Intranquille, il y a toute sa jeunesse, quand il passait ses vacances en Bourgogne, il a côtoyé des enfants pauvres. Il y avait beaucoup d'enfants aussi qui venaient de l'assistance sociale, de l'assistance publique, et il les a donc côtoyés, et il a vu à quel point ces enfants étaient dans la misère et même en danger moral et psychique. Donc il a décidé après de faire quelque chose pour ces enfants-là, quoi. Et ça, vraiment, il n'y a aucun peintre, je pense, enfin, à notre connaissance en tout cas, qui a eu ce mouvement extraordinaire de générosité, d'assistance, enfin, parce qu'il se souvenait justement de son enfance en Bourgogne avec ces gamins de paysans, tout ça, qui
qui était vraiment dans une misère assez difficile à supporter. D'ailleurs, il a eu un copain d'enfance de Bourgogne qui était un gangster en quelque sorte et qui l'a employé pendant assez longtemps, dans sa propriété normande comme gardien, etc. Une histoire qui est dans l'intranquille mais qui est vraiment savoureuse. Enfin, savoureuse, oui, parce que il s'était dit que parce qu'il y avait des gens qui l'avaient volé, il s'est dit il serait jamais mieux gardé que par un voleur. Et c'est ce copain qui a d'ailleurs fini. Il a été tué à coup de revolver, je crois. Je crois qu'il a refait de la prison. Ça m'a fini. Enfin bon, c'était vraiment quelqu'un qu'il aimait beaucoup, et il était capable, oui, bien sûr, d'écouter et d'aider des gens dans la plus grande détresse. La plus grande détresse matérielle et morale, quoi. Il consacre, et toujours maintenant, on le voit dans le documentaire, travailler avec les enfants à la source. Voilà, je crois que c'est quelque chose qui accompagne son œuvre, qui fait partie de son œuvre. Ça, Garouste, on l'imagine mal, dans un château comme Buffet ou comme d'autres, à l'écart du monde, etc., etc. Lui, il est dans le monde, mais dans le monde qui a besoin justement, qui n'a rien et auquel il apporte, si vous voulez, une espèce il va pas en faire des grands artistes comme il dit, mais bon, quand même, je pense que chez ces enfants, cette période de fréquentation des différents établissements de la source, ça doit, dans leur vie quand même assez difficile d'enfants, ils doivent garder ça au fond d'eux comme quelque chose, c'est quelque chose qui est un peu lumineux et qui peut les aider dans la vie, quoi. Voilà, je pense que c'est ça. Puis c'est ça, si vous voulez, Garouste le dit lui-même, il n'essaye pas d'en faire des grands artistes, il essaye seulement de leur donner des moyens peut-être de pouvoir s'exprimer, de pouvoir sortir de cet enfermement de la misère. Ouais, et puis en plus, c'est pas, c'est des gros moyens, c'est-à-dire qu'il renonce pas, il prend vraiment des professionnels. Enfin, il se moque pas du tout des enfants. C'est pas un alibi, c'est vraiment quelque chose qu'il fait parce que je pense qu'il a cette souffrance physique. Enfin, c'est ces crises qui sont quand même permanentes, même si peut-être là maintenant elles se sont un peu estompées. Il est quand même passé par des internements multiples et durs. Donc effectivement, ça l'a rendu probablement profondément humain. Enfin, nous, on a eu la chance de pouvoir le rencontrer, je crois que c'était en 2010. Il nous avait reçus parce qu'il a un pied-à-terre à Paris, là, dans le 11e. Donc, on avait sollicité un rendez-vous et on l'a eu très facilement. Il nous avait reçus pendant 1 heure. Et effectivement, on a rencontré quelqu'un de très accessible, qui est même allé nous faire le thé quand on était là. Enfin, je trouve que alors que c'était déjà un artiste vraiment reconnu. Oui, bien sûr. Oui, c'est un artiste reconnu quand on l'a vu, bien sûr. Mais non, c'est ça qui est, si vous voulez, on vous en parlera dans la dernière partie de l'émission, mais il y a quand même ces espèces de dévouement invraisemblable envers une cause qui est perdue la plupart du temps. Non, je fais un peu de violon, mais enfin ça nécessite quand même. Voilà, Garouste, on ne pourra pas lui enlever en tout cas cette comment on pourrait dire, cette croix d'honneur qu'on disait à l'école pour ceux qui faisaient bien les choses, pour l'enfance. Enfin bon, c'est quand même très étonnant. J'ai eu l'occasion, une copine qui voulait justement postuler pour intervenir là-bas, je l'avais accompagnée là justement à Paris où il y a sa galerie là, qui est tenue par son fils, un de ses fils, je sais plus lequel. Et voilà, là on voit que c'est pas vraiment du bidon, quoi. C'est quand même quelque chose de très sérieux. Voilà, il y a une sélection des artistes, et puis voilà. Et je crois que ma camarade avait été acceptée, mais qu'elle n'a pas pu partir à cette époque-là pendant quelque temps à la source, parce qu'elle avait des obligations, personnelles. Et c'est dommage parce que elle aurait pu faire quelque chose d'intéressant dans cette fondation, quoi.
Voilà, c'est le morceau Freilich, interprété par le groupe Trillen, un morceau de musique klezmer. Oui, voilà, parce que bon, bref. C'est sur Radio Libertaire, hein, pour ceux qui se réveillent. La voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste. Et un doigt d'honneur pour Bolloré, l'émission Arakaï, consacrée aujourd'hui au peintre sculpteur. Maintenant, il est les deux, il l'a dit lui-même, c'est pour ça que je le répète. Garouste. Vous êtes déjà entré un peu dans sa vie, on va essayer d'explorer ça à travers les expos que nous sommes allés voir avec ma camarade à Mons, en Belgique. Alors, que je vous raconte, en autocar... Et rendez-vous porte de Bagnolet le matin, 1 heure avant l'embarquement. On se demande bien pourquoi, c'est quand même pour l'aéroport de Roissy, hein. Bon. La station de métro Gallieni, hein. Bon, on descend les sous-sols dans le métro, puis là on va faire poinçonner nos billets, là. Alors déjà j'ai expliqué au guichetier que les cartes d'identité étaient pas obligatoires. J'aurais mieux fait de la fermer parce que là, bon, on s'en est sorti quand même, parce que la queue commençait à grogner derrière. Et alors évidemment, attendre 1 heure à faire le pied de grue là dans ces sous-sols glauques. Bon, bref, et puis le car est en retard en plus. Alors on monte dans le car, mais il est pas pareil, parti 1/4 d'heure en retard déjà le matin. Bon, ça met de bonne humeur. Et puis fini le temps où il y avait des cars à 0 € ou à quelques euros, voilà, où il y avait personne dedans. Là, c'était bourré, évidemment, et ça coûte maintenant 15 € aller, 15 € retour. Voilà. Bon, on se doutait bien que ça allait pas durer éternellement, cette histoire. Alors, en route, le car dit, bon, un arrêt de 10 minutes. 10 minutes sont transformées en 30 minutes. Ça faisait déjà 3/4 d'heure de retard. Enfin bref, on arrive quand même à Mons, un miracle. On arrive à Mons. Bon, on arrive à Mons, hein. Alors, on sort du car, et puis on va direct, en sortant du car. C'était pas très loin, mais enfin, c'est pas très loin, mais ça monte, c'est ça qui est un peu embêtant. On va au musée des Beaux-Arts. Alors là, je vous dis pas, mais si vous rentrez, alors c'est le paradis mais à l'inverse de ce que je vous ai raconté, hein. Là c'est vraiment le paradis, on y reste, hein. Les gens sont d'une gentillesse, mais alors mais vraiment, c'est fondant. Et puis, on rentre dans l'expo et on voit le travail de Garouste, voilà, qu'on connaissait déjà, hein, pour la première fois, parce que nous, d'habitude, on va chez Templon, hein. Là, c'est un peu plus grand, ça fait un peu rétrospective, Bernard Buffet, hein. Voilà. Alors, on a vu des grandes toiles, des grands tableaux, on a vu des plus petits, on a vu des sculptures, on a vu du bon, on a vu du moins bon, on a vu du mauvais, de mon point de vue, hein, parce que pas le point de vue de ma camarade, hein, qui vous expliquera ça. Voilà. Au musée des Beaux-Arts, hein, au musée des Beaux-Arts, il y a, si vous voulez, par exemple, Inferno, hein, c'est le titre, c'est une peinture de 87, inspirée par la lecture de Dante, hein, c'est un grand machin assez sombre, dans les rouges. Voilà. Il s'est beaucoup inspiré, comme l'a noté Piquécou, des grands mythes de l'humanité et des grands textes, des textes mythiques, voilà, aussi. Mais c'est surtout, tu sais, quand on est arrivé, on a découvert des toiles là, qu'il appelle les indiennes, des toiles qu'on n'avait jamais vues, ça, de la peinture directement, il n'y a pas de châssis, il n'y a rien, quoi. C'est de la grande peinture sur lin.
Sur l'Ain, oui, mais c'est, si vous voulez, il a vu au cours d'une expo qu'il avait faite, justement, ces indiennes datent du XIIIe, XIVe siècle, elles servaient de faire des décors probablement dans les églises, dans les cathédrales, voilà. C'est pour ça que ça s'appelle des indiennes, mais en fait, il peint donc à l'acrylique sur du lin brut, sans préparation, donc ça donne un rendu mat aux couleurs, etc. C'est assez, c'est assez étonnant, intéressant, parce que Garouste, on s'en est aperçu en tout cas dans cette expo, avec celle aussi qu'il y a un peu plus loin dans une ancienne église, là, on s'est aperçu que il a d'un côté une peinture, on pourrait dire avec une technique très classique, avec comment dirais-je, des glacis, avec des empattements, avec etc. Même tout le processus de la peinture est très classique aussi. Il peint jamais sur des fonds blancs, il peint sur des fonds colorés, en général un rouge assez sombre, voilà. Et là, on a vu par contre, aussi bien là avec ces indiennes que après dans cette église où il y a une espèce de chose énorme là, un rond qu'on appelle la Dive Bacbuc, qui est inspiré d'un texte de Rabelais. Enfin voilà, qu'il peignait aussi, si vous voulez, sur des fonds bruts. Enfin voilà, c'est une peinture quand même assez primitive, quoi. Voilà, il y a plus toutes ces brillances, il y a plus toutes ces choses assez, comment dirais-je, jolies ou ou bien foutues. Voilà, il est capable aussi de faire des choses qui sont d'une certaine manière mal foutues, mais dans un but bien précis pour vous donner une idée qui colle au sujet en tout. Parce que lui, chez lui, c'est le sujet qui prime. D'ailleurs, c'est dans tout son travail, c'est le sujet, quoi. Voilà, et le sujet, il recouvre souvent des histoires qui sont justement qui sont du mythe ou des légendes ou des grands textes de la littérature européenne. Voilà, c'est ça qui il y a tous ces mythes et il y a aussi tout ce qui est son histoire, son rapport à la folie, où il se représente. Bon, il est très souvent sur toutes les toiles, de toute façon, on reconnaît son visage. Et là, il se représente avec les pieds opposés à la tête, avec des mains déformées, dans des positions complètement tordues, biscornues, et qui font un rappel quand on lit justement l'Intranquille. Certaines toiles rappellent des passages qu'il a pu vivre quand il était quand il était en crise. En fait. Absolument. Ah oui, non. Et c'est une peinture, moi, quand elle est comme ça, qui me met très mal à l'aise, parce que on sent vraiment le malaise, oui, très mal à l'aise, puisque c'est la folie qui transpire de tout ça. Et voilà, dans tous ces corps tordus, ces corps presque suppliciés. Voilà, on sent la douleur, on sent l'oppression, l'écrasement, voilà, et la torture, quoi. Voilà, et c'est ça qui est. Il n'est pas tout le temps comme ça, parce que quand il peint Don Quichotte ou des choses ou des thèmes comme ça, c'est beaucoup moins, si vous voulez, beaucoup moins tordu. Il y a même des toiles comme la Croisée des Sources là, qui peuvent rappeler un peu Bruegel ou Bosch ou des choses comme ça, vous voyez. Il a des influences, j'ai remarqué, même de Chagall. Il y a une toile, c'est dans ces toiles plutôt religieuses, là, qui sont pour les meilleures à mon avis, mais enfin bon, je peux me permettre de me donner un avis, hein, quand même, hein. Bon, je suis pas payé pour l'encenser, mais ça n'empêche pas que non, on doit dire les choses comme on les ressent, hein. C'est pas parce que je vais dire que tout est beau chez lui que ça ira mieux, hein. Bon, non. Il y a des peintures religieuses, j'avais remarqué d'ailleurs, je me souviens plus du nom de celle-là, mais c'est une peinture inspirée de la Torah ou de la Bible, je sais plus, très chagallienne, quoi, il y a une femme blanche, avec une peau très 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 pâle, et puis qui a des tout petites jambes, et un grand buste, tu sais, un nu là, et qui ressemble vraiment à un Chagall, quoi. C'est indubitable, hein. D'ailleurs, quand on est allé chez lui,
on avait vu un grand Chagall, on croyait que c'était un Chagall, non, c'était pas un Chagall, c'était une peinture de lui. Il a été très influencé à une période de sa vie, je suppose, par Chagall, voilà. Voilà. Alors non, si vous voulez, tant que sa peinture relève du mythe, relève du fantastique, relève de la psychiatrie, etc., c'est supportable. Même il y a même des morceaux magnifiques. Mais quand il commence à peindre sous influence, je peux pas dire qu'il est influencé forcément par la religion, mais quand même, la religion prend de plus en plus de place dans son œuvre, et ça, je trouve ça extrêmement dérangeant, parce que sa peinture s'en ressent, je crois. Il y a quelque chose il perd quelque chose dans sa peinture. Ouais, on a vraiment le sentiment que toute cette quête, cette remonte, il est toujours omnubilé par les origines. Il faut remonter aux origines, puisque lui pense que c'est justement en travaillant sur la relation, enfin tout ce qui a été transmis par son père, par tout ça en fait, que ça lui a permis de guérir un petit peu. Donc c'est quelque chose qui est omniprésent chez lui. C'est le retour aux sources, que ce soit les sources effectivement sur les mythes, sur la religion. Donc ayant été instruit de la religion catholique, il cherche à voir tout ce qu'on lui a appris qui ne fonctionnait pas par rapport à la religion juive, et on a l'impression que ça le maintient en fait, que c'est vraiment des garde-fous, c'est pour le coup quoi, il se tient à ça, et que c'est effectivement l'étude lui permet de garder contact avec la réalité quoi. Oui, il y a évidemment, c'est un dommage collatéral des débordements antisémites de son père, de sa famille même, parce qu'il n'y a pas que son père qui est antisémite dans sa famille, mais son père, disons qu'il a été assez compromis dans la spoliation des biens juifs, etc. Et donc, comme s'il voulait expier ça aussi, Garous, si vous voulez en quelque sorte, c'est lui qui va se sacrifier d'une certaine manière, pour expier, si vous voulez, les saloperies que son père a pu commettre envers des gens qui n'avaient pas la même conception que lui de la vie. Voilà, si on peut dire ça comme ça. Pourquoi pas d'ailleurs, ça nous évite d'employer des termes rebattus, sinon on sait plus où on en est dans la partie, quoi. Voilà. Donc oui, je crois et ça, je pense pas que c'est bon. Je crois que tu as raison quand tu dis que ça le permet de rester dans des limites vivables, quoi, parce qu'autrement il risquerait de repartir encore en vrille plus gravement. Mais quand même, c'est un peintre, et voilà, et donc un peintre, il fait des images, et ces images, elles touchent ou elles détruisent suivant, de mon point de vue, suivant la manière dont il vous les montre. Voilà. Donc, et quand il nous montre des images religieuse, que ce soit... Alors, il montre pas, évidemment, c'est comme il est plus catholique, il s'est converti à la religion hébraïque, il s'est même fait couper la zigounette, parce que il avait son petit-fils, un de ses fils qui voulait que son petit-fils soit juif, voilà, parce que vous savez que la grand-mère ou la maman ou la femme de Garouste est de confession juive. Enfin, ses parents l'étaient encore, je sais pas si elle l'est toujours, mais enfin en tout cas dans la religion dans cette religion du livre, là, les juives, les mères sont elles qui transmettent, si vous voulez, la judaïté, quoi. Donc voilà. Bon, j'étais un petit peu surpris d'ailleurs, parce que j'en étais resté, moi, au rabbin qui lui avait dit non, c'est pas nécessaire de vous convertir. Bon, là, c'est pas. Et en fin de compte, il l'a fait. Et bon, c'est son droit en même temps, mais vous savez, vous connaissez les réserves qu'on nourrit à l'endroit et à l'envers de la religion, quelle qu'elle soit, quoi. Et donc la religion juive comme la religion catholique, comme la religion musulmane, on est vraiment méfiant à leur égard, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc un grand peintre comme lui, un esprit éclairé comme lui, parce que je pense que c'est un esprit éclairé, en soi à des choses, enfin, soit se soumettre à ce genre de pratiques religieuses et tout ça,
ça me met pas très bien, ça me met mal à l'aise, voilà. Pour Ouais, tout dire. bon, disons qu'il y a c'est peut-être pas utile de le raconter dans une vidéo. Enfin, c'est peut-être. Ouais, voilà. Parce Mais, qu'il en remet toujours des couches là-dessus. Ouais, on sent que de toute façon, il peut pas se détacher de ça. Quoi. Non, C'est quand même, voilà, c'est là. Mais sinon, ce qu'on a vu aussi à l'expo, on a vu des pages de croquis. Ouais. Hein, ce qu'il raconte aussi quand on regarde dans les petites vidéos, qui passe beaucoup de temps. Alors, il a des ateliers qui sont des ateliers immenses. Des cathédrales. Et il y a toujours des plats, des tables avec des petits croquis un peu partout et qui passent du temps, énormément de temps à faire ces croquis et qu'après, il faut peut-être des fois 3 mois pour commencer à démarrer sur la toile. Quoi. Ouais, ben, peut-être même parfois plus, quoi. Voilà. Et pour des petits, c'est marrant parce qu'on le voit avec une loupe qui regarde un petit croquis. Il le grossit évidemment avec une loupe, hein, c'est pour les grossir, c'est pas pour les rétrécir. Il peut regarder les détails, etc. Et c'est ça qui peut déclencher chez lui évidemment la création d'une peinture. Voilà. Mais bon, oui, c'est encore là une manière très classique de travailler. Il y en a d'autres, si vous voulez, comme Dubuffet par exemple, qui partait directement, qui faisait confiance, si vous voulez, au hasard, voilà, pour guider sa main, pour guider, pour construire une œuvre, voilà, qui pensait que la spontanéité c'était le meilleur moyen de faire des choses neuves, enfin des choses qui n'avaient jamais été faites. Et c'est vrai, il l'a démontré tout au long de sa vie. Voilà. Comment dirais-je, Garouste, c'est un petit peu tout à fait, un petit peu le contraire, voilà, d'une démarche comme celle de Dubuffet. C'est-à-dire que Garouste, sa démarche, c'est une démarche de peintre classique, qui a appris, qui suit des règles, etc., qui est tout à fait à l'encontre de ce que nous, on aime, d'une manière un peu comme ça, un peu, je vais pas dire générale, parce que ça fait un peu con, mais bon, pourquoi pas avoir l'air d'un con quand on en est un. Bon. Voilà, et que Garouste, si vous voulez, c'est la différence entre une forme d'élitisme ou d'élite artistique et par exemple l'art brut, quoi. Voilà, ce qui est curieux, c'est que voilà, quelqu'un comme Garouste, sans culture, etc., pourrait être un artiste brut, mais voilà, il y a la culture qui s'est mise entre les deux. Bah surtout qu'en plus, quand il était chez son oncle Cassot, justement, en Bourgogne, il raconte que son oncle était ce qu'on appelle un artiste brut. Alors il fumait des gauloises et qui gardait tous ces petits papiers argentés de gauloises et qu'il avait recouvert tout son espace avec ces petits papiers, donc tout était en minium comme ça. Voilà, en plus de ces petites structures qui lui permettaient le matin au réveil, je crois, d'activer un mécanisme et de pouvoir avoir de l'eau sans avoir à se lever. Enfin, et ça c'est assez fantastique. Quand même. Et d'ailleurs, Garouste, on a vu quelques sculptures aussi qui sont un peu entre les deux justement. Enfin, il y a des sculptures un peu plus dans la norme, on va dire, quand il y a la salle des enfers justement dans la Inferno, où là il y a il y a la barque un petit peu de Dante, mais après il y a des sculptures qui sont un mélange de terre cuite. De terre cuite, oui. Et puis l'autre chose qu'il y a c'est des terres cuites mais qui sont informes, j'ai pas très bien compris, enfin, parce que d'abord elle me plaisait pas, donc je m'attarde pas quand ça me plaît pas, et donc à cause de ça j'ai pas très bien compris la démarche, parce que bon, voilà, on a pas. Oui, ces sculptures, de toute façon, je suis pas fan de ces sculptures, elles sont par contre là tellement classiques, si vous voulez, dans la facture, c'est un peu fantastique aussi, un peu comme ces peintures. Mais bon, depuis le temps, il y a plein de. Moi, je dirais que c'est un modeleur génial, mais voilà, pour moi, les sculpteurs sont toujours des gens qui tapent soit dans le bois, soit dans la pierre, et autrement sont des modeleurs ou des installateurs ou des bidouilleurs. Mais bon, voilà, il faut s'entendre sur les termes aussi. On peut pas qualifier tout de sculpture. Sculpture, ça veut bien dire quelque chose, quoi. Voilà, c'est pas. Et moi, la sienne, bon, c'est brillant. En tout cas, pour ces bronzes, c'est brillant. Ouais, on a vu un Don Quichotte. Hein, ouais. Non, c'est brillant, c'est magnifiquement fait, mais si vous voulez, ça me parle pas, vraiment, quoi. Moi, je préfère les choses plus brutales, plus simples, voilà, et qui sont restées au stade de l'émotion plutôt qu'au stade de la finition, quoi. Voilà.
Ouais. Alors cette expo donc à Mons, en fait effectivement, chaque salle avait un petit peu un thème. Hein, donc on commençait par ces indiennes. Après il y avait une salle qui était réservée à la raison et à la folie, où là c'est des tableaux justement qu'ils mettent en scène. Après il y avait ces petits croquis. Il y avait la salle sur Dante et la peinture des origines, à la croisée des sources, et donc on terminait par une chambre des connaissances. Alors là, on est vraiment dans le religieux avec l'illustration de livres sacrés, quoi. Ouais, de livres sacrés juifs, voilà. Et hébreux, quoi, voilà. Ouais. Et au deuxième étage, à l'étage supérieur, donc cette dive Bacbuc, donc cette forme circulaire, moi j'ai vraiment apprécié, parce qu'il y a de la peinture partout, parce que c'est vrai que Garouste fait quand même beaucoup de grands formats, donc c'est une peinture quand même qui prend, il y a de la couleur, il y a beaucoup des couleurs vives, hein. C'est vrai qu'il y a du rouge, du violet, du blanc, du jaune, donc cette dive Bacbuc sur ces tissus, en fait ils avaient mis des petits œilletons, on pouvait regarder à l'intérieur, et ça c'était assez sympa. C'est des oculis. Voilà, des oculis, on pouvait regarder, et il y en avait une dizaine tout autour, ce qui permettait de voir à chaque fois une partie du dessin un petit peu différente. Voilà, c'est ça. Ça vous voyez un détail, quoi. Ben vous voyez que le détail, pas l'ensemble. Alors, c'est ça qui est intéressant aussi. Oui, voilà. Il y a eu ça. Il y a eu le labyrinthe. C'était un labyrinthe. Alors le labyrinthe, c'était dans la salle Saint-Georges justement de cette ancienne chapelle. Et ce labyrinthe, c'était justement ce qui avait été exposé à la Fondation Cartier en 2001, ce qui s'appelle Ellipse. On voit d'ailleurs la maquette. Et là, donc, ont été reprises toutes les toiles qui entouraient cette structure métallique, quoi. Bien sûr. Et là, on retrouve du Garouste figuratif, Corso. La peinture, c'est pareil, qui prend tout de suite, quoi. Oui, pas un truc fignolé du tout. Hein. C'est assez, c'est assez brutal. Ça rejoint peut-être d'une certaine manière un petit peu les tonalités et la vision de l'art brut, quoi, d'un art en tout cas pas maniéré, pas finalisé avec des brillants, c'est c'est de la peinture, c'est sur des toiles, on dirait sans après, quoi, c'est assez mat, etc. On voit les coups de pinceau, il y a des gros traits, non, c'est intéressant, mais je dirais une connerie, mais bon, je peux pas m'en empêcher. C'est pas de la peinture mondaine, quoi, voilà ce qu'on peut dire, parce que parfois. Il y avait des mandragores, moi j'aimais beaucoup ces mandragores qui jaillissaient, là, un beau vert flashy, là. Oui, là, c'est vrai que pour la couleur, il hésite vraiment pas. Après, il a, je crois, une grande partie de sa personnalité d'artiste, c'est ses audaces colorées, quoi. Parce qu'il vraiment non, je sais pas dans la tête de peinture aussi avec des couleurs aussi dérangeantes, aussi étranges, des alliances de couleurs, des mariages de couleurs, qui sont plutôt des divorces. Mais bon, ça là, émotionnellement, c'est vraiment ça fait marcher l'émotion, là. En tout cas, vous pouvez pas passer devant sans les remarquer. Vous voyez, il a des rouges superbes. D'ailleurs, il dit qu'il réchauffe sa toile quand il met un fond rouge. Oui, non, mais il a des rouges qui sont vraiment magnifiques. Mais il a quelques peintures, par exemple, pour la règle du jeu, là, qui sont vraiment très, très maniérées. Et là, je suis plus, voilà. Parce que c'est encore une chose avec le Talmud, voilà, après avoir exploré les thèmes mythologiques, religieux et littéraires profanes, c'est désormais vers la psychanalyse que Gérard Garouste se tourne, au-delà de le soigner durant ces périodes d'angoisse. La psychanalyse, et plus particulièrement les théories du langage de Jacques Lacan, lui offre un nouveau terrain de jeu artistique. En rapprochant psychanalyse et linguistique, Lacan espère trouver dans l'inconscient les bases mêmes du langage. Alors Gérard Garouste se plonge ainsi dans la lecture du Talmud, texte fondateur de l'esprit judaïque. Aidé d'un maître talmudique, il y identifie un conte qu'il transpose ensuite en images selon le principe de l'anagramme. Voilà. Son tout dernier diptyque, Rabba Bar Anna, est l'illustration parfaite de cette nouvelle forme de travail. Les deux tableaux se présentent en miroir, d'une part la présentation imagée du conte. Une grenouille plus grande qu'un village de 60 maisons est en train de se faire manger par un serpent lui-même dévoré par un corbeau perché tout en haut d'un arbre. L'autre toile reproduit
le statut du spectateur en train d'assister à cette scène improbable. Et ça, vraiment, Ouais, ça, on les a vus, on les a vus dans la dernière salle. Là, ouais, c'est chaud, là, toi. Et là, vraiment, pour moi, c'est imbuvable. Bon, pas parce que c'est un thème religieux, mais parce que, bon, je vous dis, encore une fois, toi, mon petit couteau, encore une fois, c'est parce que j'ai l'impression que la religion dérange sa peinture, quoi, son talent, en tout cas, de mon point de vue, hein, évidemment, qui est un point de vue très, très partial. Ouais. Et sinon, donc, on parlait de Don Quichotte, hein, c'est ça, donc c'est toutes les illustrations, je l'ai déjà dit, du livre, c'est de Diane de Célier, je crois. Donc ça, c'est vraiment des très belles gouaches qui sont représentées sur l'histoire de Don Quichotte. Donc c'est une exposition, effectivement, il y a une salle qui s'appelle La peinture des origines aussi, où là, ce sont ses premières toiles. Donc cette exposition permet quand même de faire le tour un petit peu de son œuvre. Il y a aussi une série de portraits. Les portraits, c'est pas toujours non plus ce qui est le plus réussi, quoi. Mais voilà, il a aussi fait donc toute une série de portraits à un moment donné de sa vie, quoi. Oui, c'est pour ça que c'est plus rétrospective qu'exposition, quoi. Ouais. Fait penser à la rétrospective de Buffet, c'est tout à fait différent. Et alors Garouste, en fait, il explique justement dans La Tranquille que quand il commence à peindre, il a fait un rêve, en fait. Alors il dit que c'est un mythe personnel, hein, c'est comme un rêve ancien. Qu'une nuit, il croise sur son chemin, un homme sur une route du campagne qui va lui expliquer que l'humanité se divise en deux catégories d'individus. Il y a les classiques et il y a les Indiens. Alors, ils sont inséparables l'un de l'autre, ils marchent toujours par paire. Alors le classique, lui, il est pétri par la norme, hein, il n'invente rien, il obéit et suit le mouvement d'ascension sociale. Ça peut faire penser à son père. Et l'Indien, au contraire, lui, il est intuitif, il est créatif et insoumis. Mais qu'un Indien ne se déplace jamais sans son classique, de même que l'intuition ne peut se passer de raison, quoi. Que privé de sa moitié, l'Indien délire, et si le classique est seul, il devient fou aussi. Donc c'est quelque chose qui reprend très souvent dans sa peinture, quoi. Enfin dans ses arguments, son argumentaire quand il parle de sa création. Absolument. Bon. Écoutez, on va se penser à un petit truc musical, puis après on reprendra peut-être un petit peu sur Garouste. Je vais tenter de personnifier un homme. Venez, suivez le cheminement de mon imagination et vous le verrez. Son nom, Alonso Quijana. Il conçoit le plus étrange projet jamais imaginé. Devenir chevalier errant et jaillir dans le monde pour en redresser tous les torts. Ne plus être le simple Alonso Quijana, mais un peureux chevalier connu sous le nom de Don Quijote de la Mancha. Écoute-moi, pauvre monde, insupportable monde, c'en est trop, tu es tombé trop bas. Tu es trop gris, tu es trop laid, abominable monde. Écoute-moi, un chevalier te défie. Ah oui, c'est moi, Don Quijote, seigneur de la Mancha, pour toujours au service de l'honneur. Car j'ai l'honneur d'être moi, Don Quijote sans peur, et le sang de l'histoire chante en moi. D'ailleurs qu'importe l'histoire, pourvu qu'elle mène à la gloire. Et moi, je suis Sancho, 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 son valet, son fils, son frère. Sancho, son seul amigo, son seul suivant, mais pour toujours. Et j'en suis fier. Regardez-moi, vous les dragons, les sorciers, les sorcières, votre règne se meurt aujourd'hui. Regardez-moi, la vertu flambe dans ma bannière. Regardez-moi, un chevalier vous défie. Oui, c'est moi, Don Quijote, seigneur de la Mancha, pour toujours au service de l'honneur. Car j'ai l'honneur d'être moi, Don Quijote sans peur, et le vent de l'histoire chante en moi. Et j'en suis fier. D'ailleurs qu'importe l'histoire, pourvu qu'elle mène à la gloire.
Jacques Brel, l'homme de la Mancha. Sur Radio Libertaire, oui, vous y êtes toujours, hein, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans publicité. C'est la voix. Aracaille pour une émission sur Garouste qui se termine, on va en causer encore un petit peu peut-être, parce que bon, on n'a pas tout dit. On n'a pas raconté notre tour sur... Ouais, on vous dira pas tout quand même. Oui, voilà, deux lieux d'expo, il y en a même un troisième, il y a même à la mairie, il y a une fresque dans la salle des mariages qu'on a zappé. Bon, enfin bon. Ouais, pas... c'est Saint-Georges terrassant le dragon. Voilà. Et alors ils font une petite animation autour de ça. S'il y a des gens qui se marient, ils peuvent être pris en photo devant la fresque. Enfin, il y a tout un petit truc. Mais par contre, ce que j'ai pas compris, c'est comment Garouste a eu ce rapport privilégié avec la ville de Mons et la Belgique. Parce que c'est pas nouveau. Hein. Parce qu'il a fait le plafond du théâtre de Namur, il avait donc fait cette fresque dans l'hôtel de ville, et puis là il y a comme cette exposition. Donc je sais pas comment c'est intervenu. Quoi. Non, mais ça c'est. Gérard Garouste avait joué un petit truc là, a tissé depuis longtemps des liens avec Mons, puisqu'on lui doit la fresque de la salle des mariages de l'hôtel de ville, bon, c'est ce qu'on vient de vous dire, les sculptures de son porche d'entrée. Ces deux interventions sont dédiées au mythe de Saint-Georges et du dragon, directement en lien avec la ducasse de Mons. Voilà, la ducasse de Mons, que ça peut bien être. C'est pas la duchesse, peut-être, oui. Enfin bon, donc c'est pas nouveau. Si à Mons, ça fait un moment qu'il intervient là-bas, c'est assez curieux. Enfin, il faudrait qu'on potasse un petit peu le sujet pour savoir pourquoi. En tout cas, là, c'est vrai que ce sont ces deux lieux accessibles, tranquilles. Autant quand on était allé voir Van Gogh au musée des Beaux-Arts de Mons sur les premières peintures et les premiers croquis de Van Gogh dans sa période du borinage. Là, il y avait un petit peu plus de monde. Là, c'était très, très tranquille. Quoi. Mais il y a 10 musées à Mons, hein, j'ai appris ça. 10 musées, c'est quand même Mais Mons, c'était la capitale culturelle l'année dernière. Ah ouais, la capitale aussi, européenne culturelle. Ouais. Voilà, ben c'était la capitale surtout du borinage. Hein. Bon, faut dire les choses comme elles sont. Ça n'a pas été toujours très gai, hein, mais il y a des beaux morceaux à Mons. Il y a des petits trucs sympas. Il y a des voilà, puis c'est vivant. Et puis je vous dis, ces gens du Nord, la Belgique, c'est vraiment voilà. Il y a même un jeune homme, on était un peu paumé, un jeune homme en short, là, une espèce de grand Adèle, un étudiant. Alors on lui demande pour aller à la gare routière, il dit je vais vous emmener. Voilà, et puis il est parti avec nous, voilà. Il nous a emmenés quasiment à la gare routière, parce qu'à un moment on s'est gouré, il nous a rattrapés, il nous a dit non, c'est pas par là, c'est par ici. Voilà, non mais voilà, vous verrez pas, je pense pas que vous verrez ça forcément à Paris, hein, voilà. Bon. Et puis voilà, et puis on était heureux, on a été se taper après une petite pizza, pour ma part et pour la part de ma camarade, c'était des... Qu'est-ce que tu as mangé, toi, Moi, des pâtes. Des pâtes, oui, voilà, des pâtes. Dans une pizzeria, voilà, c'est notre habitude maintenant. Enfin bon, et puis on a essayé de rentrer, quoi. C'est quand tout ça a été fini, qu'on a eu plein la tête. On rejoint notre station d'autocar, comme je viens de dire, avec un jeune homme qui nous a aimablement pris par la main pour nous y emmener. Et là, on a attendu le car. 1 heure. Il pleuvait en plein air, là, voilà. Alors, on a repéré un petit bistrot à côté. On se dit, on va aller quand même s'abriter un peu. Oh là là. J'ai jamais vu un rade aussi sinistre. Écoutez, mais vraiment, mais sinistre, il s'est sombre dedans. La patronne, c'était une blondasse d'âge mûr. Mais alors, un vrai frigo, elle faisait semblant de pas comprendre ce qu'on lui demandait. Alors, elle devait nous prendre pour des étrangers, je pense, au départ. Et puis, quand elle s'est aperçue qu'on n'était pas vraiment des étrangers, qu'on parlait une langue compréhensible, elle était plus, enfin, je dirais pas plus gentille, hein, mais elle était moins sombre à un autre endroit. Par contre, il y avait 3 pauvres Africains qui attendaient le car comme nous, qui sont venus se réfugier là, puis ils avaient pas l'air d'être très riches, enfin bon, c'est l'impression que j'ai eue. Il y en a un qui a pris un espèce de kir, et puis l'autre qui a pris un grand machin de chocolat ou de café au lait, et un troisième qui a jamais... Et alors, qu'est-ce qu'elle lui disait à l'Africain, la vieille? Elle lui parlait des sous, enfin c'est pas très cool, mais c'est surtout qu'il y a un couple qui venait de l'Est,
qui était un petit peu perdu, donc qui a été se réfugier aussi et qu'on demandait de thé, et ils ont dit est-ce qu'on peut avoir de tutti, et là elle leur a dit mais il faut faire un effort, il faut parler français. Enfin, elle était vraiment très très désagréable. Ouais, non, et c'est la première fois, je suis toujours assez dithyrambique sur l'accueil des gens du Nord, mais alors là, on n'y retournera plus. On est mal tombé. On est mal tombé. Ça arrive. Alors c'est là qu'on a eu un bus qui est arrivé 1 heure après, l'heure... voilà. Alors, et puis, avec Picheco, on n'était même pas côte à côte, on n'a pas pu papoter et tout ça pendant le retour, on était, elle à un bout de l'autocar, moi à l'autre bout, et puis, ouais, il a pris 2-3 heures de retard, je sais plus combien, on a été arrêtés par les gablous, il y a eu, oh non, mais je vous dis, c'était infernal, quoi. Ouais, on est arrivé aux 7h, on est arrivé à 21h30 à Porte de Bagnolet. Porte de Bagnolet, ouais. 1 heure de contrôle de douane, on n'a pas trop compris. Non, on n'a pas compris, non, c'était vraiment... Non, mais alors on va être plus prudent la prochaine fois quand on devra prendre le car. Parce que là, il paraît que c'est comme ça tous les week-ends, comme s'il y avait une jeune fille qui le prenait régulièrement toutes les semaines. Elle dit oh non, mais c'est toujours comme ça. Bon, d'accord. Bon, bah oui. Voilà les pauvres. Hein. Quand on est pauvre, faut pas la ramener parce que bon, hein, c'est comme ça, c'est pas autrement, hein, comme dirait ma grand-mère. Donc on est rentré, on était content quand même d'avoir fait le déplacement parce que même si l'autocar c'est pas top, on a vu quand même malgré toutes les réserves que je vous ai blablaté là, on a quand même été heureux de voir ces peintures, ces expos de l'œuvre de Garouste, hein, quand même. Ouais, la belle peinture quand même. Et puis alors avec les retards de car, moi c'était l'occasion de pouvoir bouquiner, donc ça m'a permis de relire l'Intranquille justement pendant tout le voyage à l'aller. Ouais, voilà. C'était la seule qui lisait dans tout l'autocar. Il y avait une lumière allumée, c'était la sienne. Le pauvre mec qui était à côté d'elle qui voulait roupiller, tiens. Walou. Voilà, bah vous êtes au jus, hein, on pourrait vous en raconter encore, mais bon, on va arrêter quand même. Si ça pouvait vous donner l'envie d'y aller, mais peut-être pas en autocar, prenez plutôt le train ou votre bagnole, et puis n'y allez pas en fin de semaine surtout, hein, si c'est possible, parce que bon, mais c'est... Autrement, ça vaut vraiment le déplacement. Alors, sérieusement, hein, ça vaut le déplacement. Ouais, puis Mons reste une petite ville très agréable parce qu'il y a cette grande place là, avec justement l'hôtel de ville. Bon, nous, il y avait la fête foraine, donc ça c'est dommage, ça camoufle un petit peu les bâtiments, mais c'est une grande place comme on en trouve dans le nord de la France ou en Belgique, donc c'est quand même avec des grandes brasseries. Après, il y a une rue piétonne, commerçante, ça on retrouve un petit peu ce qu'on voit maintenant malheureusement partout, mais c'est sympathique, on peut y passer une journée sans fatigué, quoi. Oui, bien sûr, il y a des espaces verts, etc. C'est quand même pas... Et puis, ça semble assez jeune comme population, en tout cas. Quand on attendait l'autocar, sous la pluie, dans la bise, on a vu des défilés de jeunes gens et de jeunes filles, c'était impressionnant quand même. Tout le monde très gentil, quoi, voilà. Et voilà, on a fini notre petit boulot de reportage là, et maintenant on va passer, si vous voulez bien, aux expositions. Voilà, alors les expositions à pas manquer. Alors dans les nouvelles expositions, donc celle de Garouste, hein, c'est jusqu'en janvier à Mons. Alors sinon il y a la galerie Paula Dardouin, 86 rue Quincampoix, qui entame une nouvelle exposition, un vernissage le 17 novembre à partir de 18h. C'est une exposition qui s'appelle Perpetuum mobile. Donc c'est du 17 novembre au 23 décembre 2016 et elle regroupe les artistes, je crois que c'est pour fêter les 15 ans de la galerie, enfin, elle regroupe plusieurs artistes qu'ils ont soutenus, donc des artistes dont on a souvent parlé ici, hein, que ce soit Stanislavski ou Timothy Archer par exemple, ou Macréo, pour en citer que quelques-uns. Ouais, tout à fait. Notre ami Jean-Paul Souvraz, notre peintre de Coup de Kergranche, a envoyé une petite lettre d'invitation. Il participe, il est invité d'honneur à la salle Courmont à Lille sur une exposition qui s'appelle Sérénité et tumulte. Donc il y a un vernissage le 18 novembre à 19h et l'exposition dure jusqu'au 2 décembre. Et là c'est tous les jours de 15h à 19h. Alors il y a des toiles de Jean-Paul Souvraz, il y a des toiles de pas mal d'autres aussi, et il y a un hommage tout particulier à Jean Parcy. Jean Parcy dont on avait déjà parlé dans cette émission il y a quelque temps, qui a une peinture qui est proche de la peinture de Hopper. Oui, voilà, c'est ça.
On peut rappeler l'Institut franco-palestinien, justement, avec cette journée de solidarité avec le peuple palestinien. Donc c'est le 29 novembre. On avait fait la semaine dernière une émission sur les peintres palestiniens. Amal Murkus, une chanteuse, est en concert, elle, à l'Institut du monde arabe le 24 novembre. Et elle se produit aussi à l'auditorium de Bondy le 26. François Le Goubin, qui est soutenu par la galerie Licence 4 à Lyon, expose à Paris, à la galerie Aube-Rose. C'est 11 rue Saint-Bernard, de 13h à 20h, du 18 au 20 novembre. C'est une peinture, on avait vu, c'est un peintre qui travaille, qui est complètement retranché, qui travaille au fin fond de l'Ariège. Je crois qu'il n'a pas l'électricité. Donc François Grand, qui administre cette galerie, disait que de temps en temps, il partait le voir et il ramenait son travail. Voilà, c'est ça. Une peinture, c'est figurative, mais un peu dans ce qu'on voit maintenant, quoi, des personnages un peu abîmés, cassés. Un peu fantastique. Oui. Gilles Saxic, on en a déjà parlé la semaine dernière, qui expose dans le 11e à la Maison Pré-Bastille, c'est 12 rue d'Aval, c'est tous les jours sauf le lundi de 14h à 20h, là c'est une entrée libre et c'est une belle exposition, c'est un lieu qui est un lieu très sympa aussi avec des pierres, une maison ancienne dans la rue d'Aval, c'est un petit passage pavé qui rentre dans cette rue d'Aval. Ouais. Et puis qui est une peinture, si vous voulez, vraiment... non, pas du tout passéiste ou traditionnelle, mais une vraiment très 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 belle peinture, apaisante, colorée, c'est pas brutal, c'est pas agressif, justement comme la plupart des peintures de maintenant. Là, on reste dans des tons un peu battus, des choses rabattues même. Une peinture de pigments. Voilà, c'est ça. C'est un aspect, on dirait un petit peu du sable. Ouais, tout à fait. Il y a donc toujours Bernard Buffet, que ce soit au musée d'art moderne jusqu'au 26 février ou au musée de Montmartre jusqu'au 5 mars. Et le musée de Nogent, le musée de Gournay-sur-Marne, qui fait une conférence samedi 19 novembre à 15h30. C'est quand Gauguin posait pour Eugène Carrière. Donc c'est une conférence organisée par Sylvie Le Graciet, qui est la conservatrice de ce musée, qui nous avait si gentiment reçus pour visiter l'expo Eugène Carrière. Et elle tenait à préciser que justement, il y a un portrait d'Élisée Reclus qui est exposé, qui a été peint par Eugène Carrière. Et c'est un tableau qui n'avait pas été exposé depuis 1907. Ah ouais? Ouais. Ah, dis donc. Ça a parlé de Maison Rouge avec Hervé Di Rosa? Non, il y a toujours Hervé Di Rosa à Maison Rouge. Voilà, vous êtes au jus pour les expos, il y en a d'autres, il y a des centaines d'expos, mais bon, on n'est pas quand même suffisamment équipé pour vous parler de tous. Ouais. Et puis le culturel de la semaine, voilà. Dominique. Robert, c'est moi? La tragédie des brigades internationales. Ah ouais, c'est une tragédie, vraiment, là, ça vous chialez quand vous voyez ça. C'est vraiment, on se rend compte de la pourriture du monde, vraiment. Ces brigades internationales qui ont eu des milliers de morts, qui ont vraiment payé très cher leur participation à la défense de la République espagnole. Voilà, on les envoyait toujours en première ligne. Enfin, bon, c'était eux qu'allaient au charbon. Voilà. Et on nous démontre et on nous remontre et on nous déroule toutes les turpitudes, les saloperies des staliniens, etc. Voilà. Et puis alors surtout, enfin, Staline était dans son rôle, Hitler était dans son rôle, Mussolini aussi. Ces affreux là, on s'attendait pas de leur part de la tendresse. Mais alors, moi, ce qui m'a le plus dégoûté, en dehors de ces trois guignols, là, c'est surtout l'attitude des démocraties européennes vis-à-vis de l'Espagne, la France, l'Angleterre, etc., qui ont fait une sainte alliance pour pas intervenir. Et non, c'est quelque chose quand on pense qu'en France c'était le Front populaire, voilà. Alors qu'est-ce qu'il avait de plus ou de moins que la République espagnole, voilà. Et ils ont fait quelque chose un petit peu avec des avions, etc., en pièces détachées qu'ils ont envoyés là-bas, mais parce qu'il y avait Malraux qui n'arrêtait pas de les faire chier. Mais voilà, ça s'est arrêté là. Et surtout, quand il y a 500 000 ou 1 million d'Espagnols, je sais plus, c'était 500 000 ou 1 million, qui ont passé la frontière
à la chute de la République, là, et qui ont été reçus, mais comme on reçoit encore les sans-papiers, les immigrés aujourd'hui. C'était exactement comme ça. On les foutait dans les camps de concentration, dans des conditions d'hygiène, dans des conditions c'était quelque chose d'abominable. Il y a eu des milliers d'Espagnols qui sont morts du typhus, de malnutrition, etc., etc., etc. Voilà, parce que évidemment, c'était des anarchistes, c'était des communistes, c'était des poumistes, attention, de la racaille, quoi, voilà. Certainement dans l'esprit de ces petits bourgeois du Front Populaire, parce qu'il ne faut pas se tromper, hein. Le Front Populaire, il existait parce que, à la base, il y avait des ouvriers en masse qui ont fait pression, quoi, voyez. Mais autrement, le Front Populaire, hein, Blum et compagnie, c'était les bons petits bourgeois socialistes comme on en a maintenant, quoi, voilà. Ouais. Donc c'est vrai que c'est un très beau doc parce qu'il est en noir et blanc à partir d'images d'archives et beaucoup justement d'images de Robert Capa et de Gerda Taro qui était sa compagne et elle qui est décédée, qui est morte là-bas, qui est morte écrasée par un tank. Par un tank. Faut le faire, hein, quand même. Écrasée par un tank, vous imaginez le truc? Non, c'est inimaginable. Enfin bon, on voit, si vous voulez, comment dirais-je, les crapuleries de gens ou de pays qui ont manqué à tous leurs devoirs, à tout ce qu'ils devaient faire pour que les Espagnols leur ont rendu, mais pas méchamment. Hein. Il faut penser qui après ils sont allés se battre dans la résistance, etc., etc. Et puis c'était la Nueve qui a libéré Paris. Enfin voilà, c'était les Espagnols, c'était pas des Amelans ou des Italiens. Non, je déconne. Enfin, je veux dire des Espagnols, voilà. Et ça, on le découvre maintenant parce que longtemps c'était occulté cette implication des Espagnols, des républicains espagnols dans la libération du territoire ou de l'Europe même, parce qu'ils se sont battus en Allemagne partout, voilà. Donc, la tragédie des brigades internationales, c'est une vraie tragédie, et c'est pas seulement des brigades internationales, même si elles ont payé le prix fort, c'est la tragédie de tout un peuple lâché, une république lâchée au profit par les puissances démocratiques européennes, voilà, qui ont baissé leur froc devant Franco, comme après ils ont baissé leur froc devant Hitler. On se souvient des accords de Munich. Hein, bon voilà, à regarder absolument si vous avez envie de pleurer. Ouais, alors je crois qu'il est plus visible. Il était en replay pendant 7 jours, mais je pense qu'il y a peut-être moyen de l'avoir en VOD en payant quelques euros. Enfin, ouais, et c'est Patrick Rothman qui l'a. C'est un doc de Patrick Rothman. Voilà. Alors moi, sinon, avec ces heures de bus qui n'en finissaient plus, donc j'ai lu sur un trajet l'intranquille de Garouste, et au retour, justement, j'ai lu un livre de Mordillat qui s'appelle Vive la sociale. C'est un petit livre, c'est pareil, qui doit faire 150 pages et qui raconte la jeunesse de Gérard Mordillat dans le 20e. Donc il y a toute la plume, toute la verve de Gérard Mordillat qui nous fait vivre ce 20e des années 60 avec il a une maman qui est américaine et anarchiste, et voilà, c'est le café du coin. Donc c'est très sympa, ça fait du bien. Ça me faisait penser un peu à Cavana quand il raconte son enfance, quoi. C'est ouais. Oui, non, mais ce sont des enfants un peu semblables, quoi. Voilà. Et puis alors un autre film que j'ai regardé cette semaine, The Bird Watcher. C'est de Gabriel Auer et ça date des années 2000, quoi. C'est l'histoire, encore une fois, c'est lié à la guerre d'Espagne et plus particulièrement à la tragédie de Guernica. C'est un photographe birdwatcher, c'est un photographe ornithologue, un ornithologue plutôt, et qui part en Espagne pour suivre, si vous voulez, les migrations des grives. Vous savez, qui passent les cols en Espagne, qui arrivent en France. Alors ils se font tirer sur tout le parcours, hein, voilà, par tous les beaux fusils de chasse. Et là, si vous voulez, il y a un des responsables espagnols de la tragédie de Guernica qui participe à cette chasse. C'est un gros ponte du franquisme, vous voyez, avec garde du corps et compagnie. Et ce birdwatcher par un concours de circonstances, va se retrouver dans cette chasse. Voilà. Mais
si vous voulez, cet autocar qui transporte ces chasseurs, dont cet Espagnol, ce cacique du fascisme espagnol là, qui est dedans, qui vont donc rejoindre un col pour descendre de la Grive, eh bien, il y a des Basques espagnols, parce que peu de temps auparavant, il y a ces Caballero, je sais pas qui s'est fait sauter, que l'État a fait sauter, il y a eu du spectaculaire. et là, ils veulent aussi faire sauter ce responsable de la tragédie de Guernica. Donc, ils ont mis une bombe, une charge de dynamite, je sais pas quoi, enfin de plastique sur la route, à un endroit bien précis. Et ils attendent le passage pour faire tout sauter, sauf que dans ce car, il y a ce birdwatcher qui est devant, à côté du chauffeur, et qu'on voit de la route. Et dans les gens qui vont faire sauter ce car, il y a 2 hommes et une femme, et cette femme est la sœur de ce birdwatcher qui est américain. Et ils sont reconnus dans des circonstances un petit peu curieuses au cours du film. Là, je ne veux pas tout vous dévoiler, quand même. Et elle empêche ses copains de faire sauter le car parce qu'elle veut pas que son frère soit tué. C'est le dernier lien qui lui reste avec sa famille qui était massacrée. Parce que celui qui a fait sauter c'est Caballero, je crois, donc comme ça. Et ben c'était le frère aîné de la famille, quoi, qui a été après exécuté. Bon, et voilà tout ça. Donc voilà, et puis ça se termine. Je vous le dis pour la fin. Mais en tout cas, c'est en relation, c'est une histoire qui est vraiment liée au bombardement de Guernica, où ces 2 protagonistes ont perdu des gens de leur famille, et voilà, et vous verrez, c'est assez, c'est très, comment dirais-je, il y a très peu de choses qui se passent, mais c'est très intense, et ça fait ressentir, si vous voulez, cette tragédie de Guernica d'une manière étonnante, puisque, si vous voulez, on a vu des choses beaucoup plus dures sur cet épisode de la guerre d'Espagne, mais là, avec des petits moyens, avec un scénar qui est bien ajusté, etc., on ressent vraiment très fort cette tragédie avec l'extermination des derniers représentants de cette famille de Basques espagnols. Ouais. Et donc pour terminer, moi j'ai emprunté une BD à Montreuil qui s'appelle, donc c'est la BD sur la vie du Caravage. Alors c'est pas la série des grands peintres qui est sortie chez Glénat, c'est une autre collection, et c'est illustré par Manara. Ouais. Donc on retrouve tout le dessin de Manara, et avec le Caravage justement ça colle parfaitement, parce que Caravage, on sait qu'a rencontré des filles, des prostituées qu'il a fait poser pour ses tableaux, donc ça raconte toutes les premières années de sa vie. Et quand j'ai terminé le livre, je dis c'est surprenant, parce qu'en fait, il manque quelque chose. Et effectivement, j'ai découvert que là, c'était seulement le tome 1 qui s'appelle La palette et l'épée, et qu'il y a un tome 2 qui est en préparation. D'accord. Et puis Manara, je vous dis, pour faire des nanas, il est assez bon. Hein. Ouais, je pense que ça colle, ça reste fidèle à la vie de Caravage. Je crois que Manara aimait beaucoup le Caravage, donc pour moi, c'est vraiment une bonne BD, quoi. Las tierras de España, las grandes, la sola desierta llanura. Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A corazón resuenan las tierras de España en la cerradura. Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar.
nadie, 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 que enfrente no hay nadie, que es nadie la muerte si va en tu montura. Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar,